Jean-Michel Onfray, Bonjour. vous êtes philosophe et essayiste, auteur d'une bonne grosse centaine d'ouvrages, dont le dernier, La conversion, vivre selon Lucrèce, qui vient de sortir chez Bouquin. Alors, vous êtes également le fondateur de la revue Front Populaire, dont le dernier hors-série, qui est paru le 21 octobre, est intitulé Macron, droit d'inventaire. Alors, vous avez procédé avec un abécédaire, et la lettre A, c'est vous qui avez signé, A comme antidialectique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que comme il fallait que je commence, il fallait trouver un mot qui commence par A. Ouais. Donc je l'ai inventé. L'antidialectique, c'est l'autre façon de dire que l'en même temps qui caractérise Emmanuel Macron est une catastrophe. On ne peut pas dire d'une femme qu'elle est enceinte et qu'en même temps elle n'est pas enceinte, par exemple. Il y a un moment donné où il faut choisir. Je pense que cette façon de dire je choisis quelque chose, mais dans la foulée, soit moi, soit un ministre viendra me démentir et ce sera en même temps autre chose, c'est catastrophique. C'est-à-dire que c'est bien pour un individu parce que c'est sa pathologie personnelle et que le charme de quelqu'un c'est sa pathologie. Mais pour un chef de l'État, pour la nation, pour l'État français, c'est pas possible. C'est pas possible de dire un jour on va partir, je sais pas quoi, on va procéder au contrôle des motos et puis contrôle technique et puis le lendemain envoyer un ministre qui dit le contraire ou l'inverse, c'est-à-dire un ministre qui dit quelque chose et lui qui dit voilà. Alors ce discours dur à l'encontre du chef de l'État, il n'est pas nouveau chez vous. En revanche, il y a eu cette gestion de crise. Quel regard vous portez sur les 2 dernières années ? Est-ce que Emmanuel Macron, selon vous, a assuré, c'est quand même pas facile d'être président de la République, un chef d'État d'une nation comme la France, alors que précisément on doit gérer l'imprévu ? Moi je ne me trouve pas si dur que ça. Ouais. Je pourrais être dur, vous verriez la différence. Écoutez, j'ai écrit des choses, moi c'est facile quand on écrit des choses de dire vous avez vu telle date, à tel moment, j'ai dit ça. Et je me suis trouvé sur un plateau de télévision en janvier il y a 2 ans, en expliquant que le peu d'informations que j'avais, moi je ne suis pas président de la République, je ne peux pas solliciter les ambassadeurs, les services secrets, les gens qui travaillent en Chine et qui pourraient me donner des informations, mais je veux dire que, et qui en tant que chef d'État me permettraient de décider, mais je veux dire que moi ce que j'ai vu à la télévision, Wuhan est une ville de plusieurs millions d'habitants qui se trouve confinée. Je me dis les Chinois ne sont pas à 2, 3, 4 000 personnes près, éventuellement 1 ou 2 millions. De plus, les informations sont détenues par eux. Si ça ne sort pas du pays, c'est que le pouvoir le veut et il n'y a aucun problème. Donc si ça se passe comme ça là-bas, c'est que c'est problématique. Et c'est que c'est problématique pas pour la Chine, mais pour la planète entière. Moi, ça me suffisait comme information pour me dire qu'en tant que chef d'État, il y a des choses que je n'aurais évidemment pas faites. Cette idée de dire on envoie un avion pour aller chercher les expatriés, les Français qui sont là-bas, puis leur dire vous revenez en France, et puis de dire aux pilotes de l'armée française, eh bien maintenant vous allez pouvoir partir en permission, c'est-à-dire vous allez gagner dans la campagne. Après ça, de dire les masques ne sont pas utiles, ça ne sert à rien. D'ailleurs, Sibeth Ndiaye nous expliquait qu'elle ne savait même pas elle-même comment les porter, etc. etc. Ça a été catastrophique. Quelques mois plus tard, le président de la République est en terrasse en nous disant « faut pas arrêter de vivre, ma femme et moi nous allons au spectacle, regardez, c'est quand même incroyable ». Par idéologie. Je réponds à votre question plus directement, je pense qu'il y avait de l'idéologie. On ne ferme pas les frontières. Quelle que soit la raison. Même si la peste arrive par la frontière, on ne ferme pas la frontière parce que c'est un dogme de la religion d'Emmanuel Macron. Mais aujourd'hui, alors que la pandémie reprend partout en Europe, la France est un des pays européens, on n'aurait peut-être pas dit ça il y a 6 mois, il y a 1 an, un des pays européens qui s'en sort le mieux. Oui, alors après, vous savez, ce sont des batailles de chiffres, c'est chiffre contre chiffre. Moi, j'aurais préféré que la France puisse disposer d'un génie scientifique qui lui aurait permis de faire un vaccin efficace. Il y a eu je ne sais combien de vaccins aujourd'hui, vous le savez probablement mieux que moi, mais la France n'a pas fait de vaccin. La Russie a été le premier pays à faire un vaccin, d'autres pays en ont fait. L'état de la recherche en France est calamiteux, catastrophique. La dernière fois qu'on a eu des Français distingués, c'est parce qu'ils étaient partis aux États-Unis. Cette chercheuse qui a eu un prix Nobel pour avoir inventé les fameux ciseaux génétiques, les travaux qu'elle a pu mener, elle les a menés aux États-Unis et pas en France. Donc je crois que la véritable bonne gestion eût été, mais ça on est dans le court-termisme maintenant, mais de maintenir en France une recherche digne de ce nom, qui aurait pu faire que l'Institut Pasteur soit à l'origine d'un vaccin et que peut-être on ait une originalité avec ce vaccin qui aurait pu être suffisamment efficace pour que, de manière planétaire, on n'en parle plus comme on en parle actuellement. On voit bien qu'à chaque fois qu'il y a aujourd'hui
un variant, un plus loin variant, il faut un rappel, il faut un nouveau vaccin, ou celui-ci se présente comme un vaccin un peu problématique, quand celui-là est préférable. Enfin, c'est pas terrible. On rentre dans une période préélectorale, avec la campagne présidentielle évidemment. Il y a une étude de la Fondapol qui vient d'être publiée aujourd'hui, qui a été remise au président de l'Assemblée nationale sur l'abstention, qui est très forte, qui désormais fait partie de notre vie politique. C'est le constat de cette étude, parce que ça touche toutes les élections, on l'a vu dernièrement. Et on peut lire dans ce document la non-inscription illustrant une forme de mise hors jeu, étant d'autant plus forte dans les quartiers ou zones géographiques les moins favorisées. Vous avez longtemps prôné l'abstention. Est-ce que vous pensez que l'abstention sera encore plus forte l'an prochain ? Vous savez, quand des gens vous invitent à jouer à un jeu et qu'ils trichent, vous pouvez ne pas jouer à ce jeu-là en disant non, moi, je ne joue pas au jeu quand il y a des gens qui ont des fausses cartes. Et qui ont C'est ce qui se passe actuellement avec la démocratie. Pas besoin d'études par Fondapol ou qui l'on voudra. Je veux dire, en 2005, quand le président de la République demande aux Français ce qu'ils pensent du traité européen et que les Français disent massivement qu'ils n'en veulent pas, 54% si je me souviens bien, et que par la suite, la même classe politique maastrichtienne s'en vient dire « bon, ce que vous n'avez pas voulu, vous l'aurez quand même parce qu'on va mobiliser le Sénat et l'Assemblée nationale contre vous, le peuple ». Il y a un moment donné où le contrat est brisé. On voit bien qu'effectivement, le pouvoir politique maastrichtien, c'est-à-dire droite et gauche confondues pour le coup, c'était aussi bien les socialistes que les gens de l'UMP, c'était Chirac, c'était Hollande, c'était Sarkozy. Tous ces gens-là ont dit « mais le peuple, on n'en a que faire, on se moque de lui, absolument ». Moi, je suis à Caen, par exemple, je vis à Caen. À une époque, le maire avait fait un référendum en disant « voulez-vous du tramway ou n'en voulez-vous pas ?» Les habitants de Caen ont dit « nous ne voulons pas du tramway ». Les habitants de Caen ont eu le tramway. Donc il y a un moment donné où vous vous dites, si effectivement, quand on me demande mon avis, on n'en tient pas compte, je ne donne plus mon avis et je deviens abstentionniste. C'est-à-dire ce sont des gens qui aiment la politique, les abstentionnistes, mais qui n'aiment pas la politique politicienne, qui n'aiment pas les politicards. Ce sont des gens qui disent, demandez-moi mon avis, je vous le donnerai, mais si vous me le demandez pour n'en rien faire, alors je ne me déplace plus. Et vous vous abstiendrez l'an prochain? Vous avez, je crois, déclaré sur Europe 1 que vous étiez éventuellement prêt à vous réinscrire sur les listes électorales, tenté par le vote Zemmour notamment. Non. J'ai dit que ça a été une rédaction probablement d'Agence France-Presse, et comme aujourd'hui la presse ne fait que reprendre la déclaration de l'Agence France-Presse et tout le monde utilise exactement les mêmes mots, je ne parle même pas des arguments, mais il y a un personnage perfide qui a dit que je n'exclurais pas de voter Zemmour. J'ai ajouté, s'il musclait son bras gauche. C'est un peu ironique chez un Zemmour dont on sait que le bras gauche est un peu manquant. Donc ça veut dire que vous ne voterez jamais pour Zemmour? Probablement. J'ai dit oui. Enfin, j'ai refait un texte en disant lui c'est lui, moi c'est moi, pour justement expliquer que cette vilainie qui consistait à dire on pourrait voter Zemmour, c'est-à-dire que j'ai déjà voté, ça y est, c'est réglé. J'ai dit mais s'il est capable d'être gaulliste, un gaulliste ça rassemble. C'est quelqu'un qui dit je prends l'ensemble de la société et puis j'ai un projet politique. Le projet politique de Zemmour n'est pas un projet gaulliste. Quand il dit « je suis en gros c'est le RPR des années 70 », non, il est le Front National des années 70. Aujourd'hui s'ouvre son procès pour les propos qu'il a tenus sur CNews, c'était en septembre 2020, dernier. Lors d'un débat sur les mineurs isolés après une attaque devant les ex-locaux de Charlie Hebdo, il avait qualifié ces mineurs isolés, ils n'ont rien à faire ici, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. C'est un peu le problème d'Éric Zemmour, et je lui ai dit, et on a fait un débat, et je lui ai fait savoir. Oui, et donc il essentialise tout le temps. Et ça, c'est le tort des intellectuels. Et c'est un intellectuel en politique, Éric Zemmour. Cette façon de dire les musulmans, ou les immigrés, ou la population carcérale, évidemment, on est obligé de procéder comme ça, mais il y a un moment donné où on ne peut pas se permettre de dire l'islam, c'est l'islamisme, et en même temps ajouter l'islamisme, ça n'a rien à voir avec les musulmans. C'est trop compliqué pour les gens de comprendre une chose pareille. Non, l'islam, c'est pas l'islamisme, et l'islam, c'est d'abord les musulmans. Ce sont les musulmans. Oui, il y a un corpus théorique, et puis après, il y a des gens qui s'en réclament. Ça veut rien dire qu'il existerait un islam sans les musulmans. Donc il fait exactement la même chose. Oui, il y a des mineurs en France qui sont des délinquants. Ça me paraît évident. Quand vous arrivez dans un pays, que vous n'avez pas de papier, pas de travail, pas de métier, que vous ne pratiquez pas la langue, qu'il vous faut consommer, manger, vivre, c'est-à-dire trouver de quoi faire un petit déjeuner, enfin 3 repas dans la journée, et que vous n'avez pas d'argent, comment vous faites? Il y a un moment donné où effectivement c'est plus facile de voler le sac d'une grand-mère que de dire je vais à la NPE, et puis j'ai pas de papier, et puis en même temps je vais travailler, et puis je vais faire la plonge, et puis... Donc il y a une sociologie de ces choses-là. Donc un certain nombre. On ne peut pas dire ça, évidemment. Alors il le sait bien qu'il est dans la provocation. Il me l'a dit à un moment donné, j'ai dit, mais on ne peut pas rassembler les Français avec cette provocation. Lui pense qu'il fait avancer ses idées par la provocation. Je ne le crois pas. Je pense que moi j'ai confiance dans le peuple, je pense qu'on peut être subtil,
distingué, élégant, précis, informé, et pas insultant, et qui plus est quand on a envie d'être président de la République. C'est-à-dire qu'on n'a plus les mêmes devoirs que quand on est un intellectuel devant un micro et qu'on peut refaire le monde sans problème. Là, il s'agit de rassembler des Français. Il profite de la pauvreté du débat présidentiel pour l'instant, aussi bien à droite qu'à gauche? Oui, mais vous savez, le problème de la politique française, c'est que vous avez justement les fameux maastrichtiens, les gens qui nous disent « Ah mais attendez, l'Europe comme elle fonctionne, c'est formidable, c'est très bien, etc. » Donc on ne pense pas. On ne pense pas. Si vous commencez à penser en disant « Vous croyez que ça fonctionne très bien, vous êtes un eurosceptique, donc vous êtes un nationaliste. Si vous êtes un nationaliste, vous êtes un belliciste. Si vous êtes un belliciste, vous êtes de droite. Si vous êtes de droite, vous êtes d'extrême droite. » Et immédiatement, Vichy, Pétain, le fascisme, etc. Ça devient problématique. Donc, même chose sur l'écologie? C'est quelque chose que vous abordiez dans l'art d'être français? Oui, c'est la même chose avec l'écologie. Si vous dites, est-ce qu'on pourrait parler par exemple de l'inversion des pôles magnétiques? Est-ce que vous savez, je ne dis pas vous, mais je veux dire, un interlocuteur idéal, un écologiste, en lui disant, est-ce que vous savez qu'il y a des inversions de pôles magnétiques et que ces choses-là sont en relation avec ce que l'astrophysique nous enseigne? C'est-à-dire que c'est bien aujourd'hui, chacun a la conscience de la Terre, mais ayez un peu, non pas la conscience de la Terre, mais la conscience du cosmos. Faites un peu d'astrophysique et voyez quand même comment les choses se passent, parce que l'idée qu'on tire notre chasse d'eau avec 7 litres d'eau ou 4 litres d'eau, c'est bien pour sauver la planète, c'est formidable, très bien, si l'on veut, mais on pourrait penser l'écologie. Ah mais pas du tout, vous êtes un climato-sceptique. Et si vous êtes un climato-sceptique, vous êtes aussi contre l'Europe, et puis je reprends le schéma de tout à l'heure, donc vous êtes un type d'extrême droite. Le débat sur l'écologie, la COP26 vient de s'achever, a été confisqué? Ben, il n'y a pas de débat. Si vous dites les grands de la planète sont tous là et ils ont décidé de réduire leurs émissions de CO2, et c'est formidable parce qu'on y est parvenu. Vous dites, il n'y avait pas l'Inde, si je me souviens bien, il n'y avait pas la Chine dans cet endroit, c'est les pays les plus pollueurs. Malgré les engagements qu'ils ont pu prendre par ailleurs. Ah, voilà, donc il faut faire de la démographie aussi. Vous avez des milliards de gens sur un certain nombre de pays, dans un certain nombre de pays, voire sur un certain nombre de continents, qui eux disent, mais attendez, vous êtes goinfrés pendant des années, l'Occident. Vous êtes en train de vous effondrer, mais nous, on a envie de se goinfrer aussi. Au nom de quoi on devrait être décroissant? Qu'avez-vous fait, vous, de la planète? Pendant que, par exemple, en Chine, il y avait une espèce de paysannerie millénaire qui ne polluait pas. Et là, d'un seul coup, la Chine dit « Mais nous, on est en train de faire ce que vous avez fait. Dites-nous pour quelle bonne raison nous devrions faire ce que vous avez fait, vous. Vous décidez maintenant que vous allez être vertueux parce que vous n'avez plus les moyens d'être vicieux. Nous, on continue. Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Qu'est-ce qu'un Emmanuel Macron peut aller dire au patron de la Chine? Se faire erroner. Dernière question, le temps passe vite. Je suis né en 1959 et dans les années 60 du siècle dernier, le monopole de la spiritualité était confisqué par la religion catholique. C'est ce que vous écrivez dans ce livre. Vous aviez écrit aussi dans la revue Infiniste et dans les années 90 pour cette revue de Philippe Sollers sur la pédophilie. Votre regard sur ce qu'a entrepris, c'est ce qui est sorti de la SIAZ, cette commission d'indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Votre regard sur l'institution catholique, sur la manière dont elle traite ce problème, ce fléau? Alors, vous faites bien de rappeler que j'ai écrit dans ce numéro où j'étais le seul à ne pas défendre la pédophilie. Donc, achetez ce numéro sur Internet et vous verrez à l'époque qui défendait la pédophilie. Et ça fait beaucoup de monde. Oui, c'est un texte qui est ressorti au moment notamment de l'affaire Basnef. Voilà, parce qu'il y a un moment donné où tout le monde dit oui, mais enfin c'était l'époque, etc. Je dis non, excusez-moi, moi à cette époque-là, dans les années 90, j'étais jeune philosophe, mon premier livre date de 89, ce texte, vous avez dit 91, 12, 95. 15. En 95, je dis non, mais moi je ne défends pas ça, et je fais une attaque en règle de Gabriel Matzneff et d'un livre qui à l'époque s'appelle toujours d'ailleurs Les moins de 16 ans. Et j'attaquais même en même temps la peinture de Balthus, j'attaquais Lolita de Nabokov en disant moi j'ai pas le tropisme pédophile. Donc j'étais le seul auteur, j'étais sidéré d'ailleurs en découvrant le numéro que j'étais le seul auteur à être contre. Pour revenir à l'Église, qu'est-ce que ça raconte aujourd'hui du mal français, des racines judéo-chrétiennes? Alors ça raconte que l'Église n'est pas très en forme, parce que cette façon de dire si on peut se mettre à genoux, se prosterner, demander pardon, tout ça est formidable, ça va être extraordinaire. L'Église dans le wokisme depuis le pape François. À ce point-là? Oui, globalement. Enfin oui, pas sur un certain nombre de questions, je veux dire, mais sur des questions de sexualité par exemple, sûrement pas. Mais pour le reste, le pape François a fait son deuil de l'Europe et il a une Église planétaire qui est. Enfin bon, sur cette question, je pense que on ne parle pas des pédophiles instituteurs, par exemple, dans l'enseignement laïque. On ne parle pas des pédophiles qui sont d'autres individus en relation avec les enfants, etc., dans toutes les autres institutions. Moi, je veux bien qu'on attaque les prêtres, et je l'ai beaucoup fait. Je pense maintenant que ce serait s'attaquer à une ambulance. Je pense qu'il y a 20 ans,
le christianisme était beaucoup plus puissant qu'il ne l'était, et l'islam était beaucoup moins puissant qu'il ne l'est. Et donc, je retiens mes coups maintenant sur la civilisation judéo-chrétienne, c'est la mienne, et je la trouve plutôt pas mal. Globalement, c'est l'idée de pouvoir, je sais pas quoi, manger de la charcuterie avec du vin et puis regarder les filles qui passent sans être pour autant un violeur, l'idée de rire à Rabelais et d'aimer Voltaire, je trouve ça quand même plutôt sympathique, c'est notre civilisation. Et je trouve que c'est bien que l'Église dise « ah là là, c'est pas bien ce qu'on a fait », mais ce serait bien que tout le monde le fasse. C'est-à-dire que ce numéro de l'infini là permet quand même à un certain nombre de gens d'avoir pu dire qu'ils étaient pédophiles et aujourd'hui de continuer à donner des leçons. Je ne sais pas, par exemple, Cohn-Bendit l'a été, il l'a dit dans Le Grand Bazar, il est éditorialiste sur LCI, je crois bien, et ça ne pose aucun problème. Donc il y a un moment donné où c'est quand même deux poids, deux mesures. Serge July en faisait des tonnes sur l'éloge de la pédophilie dans Libération, Laurent Geoffrin, même chose dans le même journal. Ce sont des gens qui sont aussi éditorialistes, on voit régulièrement ces gens-là, chez Pascal Praud le matin, qui s'en viennent nous donner des leçons, etc. Donc il y a juste un moment donné où je veux bien taper sur l'Église, mais j'aimerais bien quand même qu'on tape sur tous ceux qui à l'époque ont trouvé ça tout à fait normal. Et ils ont été quand même assez nombreux. Merci Michel Onfray. Merci à vous.